que vous accepterez de servir de relais entre Solzhenitsyn et son épouse, et puis leurs amis. Il s'agissait essentiellement de transmettre du courrier, des lettres, enfin pour maintenir le contact. Tout ça se faisant, bien entendu, à l'insu de mon ambassade, ça va sans dire. Dans un Moscou digne d'un film d'espionnage, Ivaman devient un invisible au service de Solzhenitsyn. Avec lui et beaucoup d'autres, l'archipel ne tarde pas à entrer clandestinement en URSS malgré la surveillance du KGB. La romancière Ludmila Ulitskaya appartient à une famille marquée par la répression et les camps. Elle vit aujourd'hui en exil à Berlin. Nous avons commencé à recevoir des livres grâce à des étrangers de passage qui les faisaient passer par leur ambassade, par la valise diplomatique. Nous avions ainsi accès à ce genre de littérature. C'était risqué vis-à-vis de mon ambassade parce que la devise était « Ne nous brouillez pas avec la République des Soviets ». En revanche, les Américains faisaient cela ouvertement. Donc on savait qu'à l'ambassade des États-Unis, il y avait des caisses de livres en langue étrangère, en russe, bon, les livres interdits, et ça, le personnel de l'ambassade des États-Unis le faisait ouvertement, et eux, ils avaient tout à fait l'accord de leurs autorités, ça c'est évident. Une guerre d'influence que confirme l'ancien directeur de la CIA, Robert Gates. Vous savez, c'est ce que nous avons fait en Union soviétique durant la guerre froide. Avec très peu de technologie, nous avons fait passer des millions de livres, comme l'archipel du Goulag. Alexandre Podrabinek a été une grande figure de la dissidence. 2 fois jugé pour diffamation du régime soviétique, il a passé 5 ans et demi en prison, dans un camp et en relégation en Sibérie. Il vit toujours à Moscou. J'ai lu l'archipel du Goulag quelques mois après sa publication. Il a tout de suite commencé à arriver en Union soviétique, en 1974. D'ailleurs, avec un ami, nous en avons fait plusieurs copies. On nous avait passé un exemplaire publié à Paris, ce qu'on appelait le tamizdat. On l'a photographié et on en a tiré 7 exemplaires. L'endroit où nous avons fait ça, ça n'était plus un appartement, c'était une maison de fous. Il y avait des photos partout, des piles de photos sur la table. Et dans tout l'appartement, ça sentait le révélateur et le fixateur. C'est qu'à l'époque, on faisait tout nous-mêmes. Je n'étais pas seule à le lire, nous étions plusieurs. C'était des feuilles tapées à la machine à écrire, qui n'étaient pas attachées les unes aux autres. On lisait une feuille et puis on la passait à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement l'archipel que nous avons lu de cette façon, mais aussi beaucoup d'autres livres de cet auteur et d'autres auteurs. Les cuisines chez nous, elles n'étaient pas grandes, mais c'est dans ces cuisines pleines de monde qu'on se retrouvait et qu'on lisait. C'était une particularité très intéressante de la vie soviétique. En fait, nous vivions en petites communautés bien soudées. C'est ce qu'on appelait les cuisines de Moscou. Olga Sedakova est poétesse et essayiste. Son œuvre, d'abord diffusée dans le circuit samizdat à l'époque soviétique, a ensuite été publiée à l'étranger. Elle habite toujours à Moscou. C'était une édition sur du papier très fin, en un seul tome. Les étudiants se le passaient entre eux en exigeant qu'on le rende un jour ou 2 après. On donnait ce livre pour très peu de temps. C'est comme ça que j'ai découvert ce livre. On lui avait donné un surnom. On l'appelait le gâteau parce qu'il était de petit format et on avait trouvé une boîte de gâteaux dans laquelle on le cachait ou dissimulait pour le passer à un ami. Au téléphone, on disait « Viens prendre le gâteau ». C'était nos méthodes de conspiration. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde, à aucune époque, où la parole imprimée avait une telle valeur. Parce que pour avoir lu un tel livre, on pouvait perdre son travail, ce qui m'est arrivé d'ailleurs.
être envoyés dans un camp comme cela est arrivé à d'autres. C'était vraiment une occupation très dangereuse. Ivanovo, ce n'est pas une prison de transit très renommée. Mais interrogez donc ceux qui ont été enfermés durant l'hiver 37-38. La cellule 21 devait abriter 20 détenus, or ils étaient 323. On ne distribuait pas la nourriture à chacun des détenus, mais par groupe de 10. Si l'un des 10 mourait, on le fourrait sous le chalit et on l'y gardait, jusqu'à ce que le cadavre empestât. Ainsi pouvait-on continuer à toucher sa ration pendant quelques temps. En général, on allait en prison pas pour avoir fait circuler ce genre